Bienvenue Mehdi Mzouari. Merci, c'est Rachid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de l'USFP, l'Union Socialiste des Forces Populaires. Avant de dérouler le débat, Mehdi Mzouari, sur le dernier bilan officiel concernant la grippe H1N1, 16 morts. Nous en sommes à 16 morts aujourd'hui. 16 morts aujourd'hui, ça devient alarmant. Quoique, c'est pas épidémique, c'est pas seulement l'avis du gouvernement, la constatation du gouvernement, mais malheureusement, nous avons assisté ces derniers jours, depuis le déclenchement de ce fléau, à une mauvaise communication de crise, à des contradictions. C'est ce qui est reproché à malheureusement, ministre de la Santé. C'est ce qui est reproché au gouvernement tout entier. Ouais. Une mauvaise communication de crise, des contradictions entre les départements gouvernementaux, entre le porte-parole d'une part et le ministre de la Santé. D'ailleurs, c'est Moustapha Khalfi, porte-parole du gouvernement, qui a annoncé le chiffre de 16 morts. Il doit naturellement annoncer les chiffres officiels du gouvernement émanant du ministère de la Santé. Donc, on n'a pas à paniquer, franchement, parce que tu ne trouves l'épidémie que sur Facebook. Il y a les gens qui s'alarment trop, des règlements de compte, qui vont très loin par rapport à ce virus. Mais il faut être vigilant, il faut que l'État se mobilise dans la communication, avec les fonds, avec la prévention, en se mobilisant pour stopper au mieux. Mais est-ce que vous comprenez, vous, parce que je rappelle que l'USFP est membre du gouvernement, est-ce que vous comprenez les critiques qui sont adressées par des internautes ou par des citoyens ou des e-citoyens envers le gouvernement en matière de gestion de crise de la grippe H1N1? Je trouve que c'est très normal que les citoyens, même les acteurs, que ce soit politiques ou sociétaux, s'inquiètent sur le développement de ce sujet. C'est très normal, les gens s'inquiètent sur... Ils demandent des comptes. Ben oui, c'est normal. Responsable. Des comptes de la responsabilité, on doit en avoir par la fin. Là, c'est la question de gérer actuellement au mieux ce fléau en se mobilisant financièrement sur la communication, sur plusieurs panels pour essayer de... Ça va passer. C'est un virus qui est partout dans le monde. Et ça va passer, mais il fallait tout d'abord ne pas rater le coach de la communication de crise. Ça, c'est le problème du gouvernement, malheureusement, sur plusieurs sujets. Et il faut se mobiliser. Même la société doit se mobiliser pour essayer de passer cette zone de turbulence, ce virus qui va passer après... Quand vous dites que le gouvernement, quand vous dites que le gouvernement a failli aussi sur d'autres sujets en matière de communication, à quel sujet vous pensez? Ben écoutez, il y avait plein de décalages sur beaucoup de positions, notamment sur des conflits sociaux, sur des événements majeurs qu'avait connu le Maroc ces 2 dernières années, les événements de Hoceima, les événements de Jrada, beaucoup d'événements que le gouvernement n'a pas pu avoir une position tranchée et au moment opportun pour pouvoir avoir une visibilité. Et une position commune? Une position commune aussi sur quelques questions. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que l'USFP, votre parti politique et partie prenante de cette majorité gouvernementale, n'est pas à sa place, ne se sent pas à l'aise dans ce gouvernement? Non, c'est pas ça le débat. Nous sommes dans ce gouvernement sur la base d'un contrat, d'un compromis, qui est un programme gouvernemental. Oui. D'accord. Nous sommes responsables de quelques départements. Nous avons 2 ministres, une secrétaire d'État. Qui s'occupe de la gestion des Marocains du monde et des questions migratoires. Ils font leur travail d'une manière très efficace, je crois. Hein. C'est pas propre à l'USFP. Vous croyez, vous êtes sûr? Je suis sûr qu'on dresse un bon bilan sur les départements qu'on gère, au moins celui de l'administration et celui des éméreux. On dresse un bon bilan, on ouvre du bon débat et on laissera le jugement se faire au fur et à mesure, par les élites, par les élections, par la suite. Cette question de cohésion, et c'est une question qui se pose lors de tous les gouvernements, lors de toutes les expériences. Mais là, c'est compliqué parce qu'on voit entre le PJD et le RNI, ça se passe très mal. Et l'USFP est silencieuse. L'USFP n'est pas concernée parce que l'USFP ne veut pas faire de la politique à la Star Academy. C'est de la Starac. Ce clivage, ou bien cette dualité artificielle qui se crée, on l'a déjà vu un jour. Bon, hier, c'était pas le cas. C'était un parti dans l'opposition et un parti majoritaire au gouvernement. Mais ça a donné des résultats néfastes. Au PJD, PAM. Exactement. On a la peur aujourd'hui. Star Academy.
C'est de la Star Academy parce on essaie de préparer les élections au détriment de beaucoup de valeurs de cohésion, par exemple, des valeurs d'entente. Un gouvernement, c'est un gouvernement qui doit être uni, tout d'abord. C'est une base primordiale à tout travail, à toute action, à toute efficacité d'une action gouvernementale. Si on essaie de se tacler l'un et l'autre au sein d'un même exécutif, qui partage le même programme et qui espère arriver au même résultat, parce qu'en 2021, c'est pas seulement la compétition électorale, c'est aussi le bilan qu'on doit dresser en tant que gouvernement. Si on se fait ce genre de tacle, cette rivalité qui se crée, je crois que on va aussi refaire cette dualité artificielle qui a été créée. Et on va se retrouver d'emblée devant deux choix, pas de projet, mais deux choix de deux partis qui sont en compétition pour arriver au podium en 2021. Donc je pense que vous rejoignez un petit peu quelque part le discours de Saladin Ladjmani, en disant nous on a un cap, on a une politique, on est chef de gouvernement. J'essaie moi de rassembler le plus largement possible la majorité gouvernementale. Saladin Ladjmani, il déclare ça, il agit en tant que chef de l'exécutif. Il reste très loin des clivages et des tempêtes. Mais n'oublions pas que quelques-uns des grands responsables du PJD, qui sont aussi des ministres au sein du gouvernement, participent à ce clivage. Vous pensez je pense à Mustafa Rami directement, je pense à Slimane Lamrani, je pense au groupe parlementaire du PJD par exemple. C'est-à-dire double communication ? Bien sûr, c'est une double communication, comme ça a été le cas depuis très longtemps, en opposition comme en majorité. Je pense que ça va encore accentuer les malaises de la politique au Maroc. D'essayer de faire montrer qu'un clivage, et encore un clivage de tête, disent no good, qui va être calife à la place du calife. Donc, et le cas aurait été à ce que le clivage soit entre des clivages d'idées et de programmes, et de celui qui aura de la visibilité, de nous dire et peut-être d'action. Quel sera le Maroc d'après 2021, par exemple, en économie. Vous savez, le Maroc d'aujourd'hui. Définir aussi clairement peut-être le Maroc d'aujourd'hui. Donc pour vous, c'est pas un débat entre le PJD et le RNI ou une compétition. Vous avez parlé de compétition politique sur la base d'un référentiel idéologique. Quand on voit un petit peu du côté du RNI qui pointe du doigt le Parti suisse développement pour ses tentatives d'obscurantisme, de cet islam, quelque part sans vouloir réellement le dire et pas le disant forcément, c'est plutôt l'islam politique. Voilà, c'est ça que reproche en tout cas le RNI. On a vu. Voilà. Est-ce que pour vous, en tant que USFP, composant de cette majorité, vous, attention, parce que je rappelle aussi que l'USFP a toujours été extrêmement violent et agressif oralement, politiquement, à l'égard de tout ce qui est islam politique. Oui, et on l'est toujours. Enfin, là, on vous entend pas. Non, mais on l'est toujours. Non, il faut toujours différencier entre l'appartenance à une coalition gouvernementale, avec un référentiel très clair, avec un engagement consenti sur un programme gouvernemental. Ça, c'est le seul référentiel qui nous lie dans cette majorité. Et ça, c'est très clair. Le référentiel idéologique, c'est autre chose. Ça ne nous empêche pas, et ça n'empêche personne, de jouer le jeu politique. Alors, à un certain moment, on nous demandait toujours pourquoi nous sommes rentrés en alliance en 98 avec le RNI, par exemple, ou avec le mouvement populaire. Et ça, pour faire comprendre aux gens que sur l'idéologie, c'est un terrain de débat et de combat éternel. Parce que l'idéologie, c'est pour nous tous quel Maroc on veut. Moi, je veux un Maroc moderniste. Je veux un enseignement progressiste. L'autre veut un enseignement conservateur. Et vous assistez au débat aujourd'hui. Et il y a une réforme sur les langues, par exemple. On va en parler. Il y a une réforme aujourd'hui de l'enseignement. Heureusement qu'il y a eu un débat. Oui. Heureusement qu'un grand travail de réflexion s'est fait au niveau du Conseil supérieur de l'enseignement. Oui, il y a un débat au Parlement sur la loi cadre de l'enseignement. Oui. Un débat qui se tient en commission parlementaire. Voilà, au niveau de l'enseignement. Et qui affiche des tendances idéologiques très graves. Très graves. Mais l'USFP n'a pas pris position clairement là-dessus. Écoutez, c'est Rachid. L'USFP, ça reste le seul parti qui avait tout le temps, depuis sa création en 59, des propositions sur l'enseignement au Maroc.
Je pourrais t'en parler des grands écrits d'Abdel Jabri, d'Abdallah Al-Aroui, de Qadr Beina, les résolutions de nos congrès depuis 75 à aujourd'hui. Sur les textes, effectivement, mais sur l'action et sur le discours politique. Je rappelle simplement, Mehdi Mouzouari, que ça fait 16 ans que l'USFP est aux affaires, est aux responsabilités. Vous êtes d'accord avec moi? De manière continue. On est d'accord, oui. On est d'accord. La réforme de l'enseignement, elle est d'actualité, n'a jamais été portée par l'USFP lorsque l'USFP était aux responsabilités. Je crois savoir de mémoire que même Hamid Melki a eu un certain moment en charge de l'enseignement, l'éducation. Parce que des fois, ma mémoire, elle revient. Oui. Voilà, donc vous n'avez jamais porté cette réforme. Donc, de dire aujourd'hui, nous sommes pour le progrès, le progressisme, la progressivité et l'introduction des langues étrangères, ça n'a jamais été appliqué lorsque vous étiez responsable. Il faut remettre les choses dans leur contexte réel. D'abord, le premier contexte, c'est un contexte de gouvernance générale. La gouvernance générale, au moins, pour faire aussi une certaine délimitation de phase politique, au moins avant 2011, depuis 98 ou depuis 2002. La gouvernance générale, on le connaît tous, ce sujet, ne donnait pas à ce qu'un parti pouvait ou avait le pouvoir d'imposer ses choix à lui. Que ça soit dans l'enseignement, que ça soit dans l'économie, la fameuse histoire des privatisations, etc., que ça soit dans plusieurs domaines. Il y avait vraiment un malaise de gouvernance générale. Et puis il y avait un débat. Le débat sur l'enseignement, ce n'était jamais un débat de gouvernement. Ça a été toujours un débat qui se passait ailleurs, dans des structures peut-être supérieures. Est-ce qu'il y a toujours eu la dimension idéologique, en fait, au centre? Là, à un certain moment, il n'y avait pas la dimension idéologique. Oui. Parce que, déjà, l'État avec Hassan II, n'affichait jamais de choix idéologique, que ce soit progressiste. On était toujours mitigé, dans une zone grise, entre le conservatisme et une petite dose de progressisme. Après, avec le nouveau règne, on commençait à voir qu'une tendance s'affichait, avec le roi Mohamed VI, qu'une tendance de progrès s'affichait, mais il fallait aller tout doucement. Il fallait aller tout doucement, mais il y avait un clivage très serré. Je pourrais vous en parler, et vous connaissez l'histoire du plan de la femme au Maroc, le débat qu'avait connu. Un sujet comme l'enseignement, naturellement, devrait connaître le même essor, le même débat. Mais là, le fait qu'on ait un débat aujourd'hui en commission, parce qu'il va y avoir un débat au Parlement sur la réforme de l'enseignement, mais quelle est la position claire de l'USFP sur l'introduction de langue étrangère comme matière enseignée? C'est une conviction qu'a l'USFP. Donc, avoir un enseignement productif, connecté, et qui réussit à faire du Maroc un pays avec un enseignement similaire ou bien qui se met au standard international, avec tous les changements que connaît le monde. Donc avec des valeurs progressistes. Il n'y a pas seulement que les langues étrangères. Le débat ne porte pas sur les langues étrangères uniquement. C'est un débat sur les valeurs que peut véhiculer un enseignement. Et la vision qu'on peut avoir du monde, du coup. Exactement. Et la vision de la société aussi. Oui, complètement. De quelle société doit-on parler après 60 ans? Qu'est-ce que cet enseignement? Et le fait que certaines parties avec qui vous gouvernez n'aient pas la même vision que vous, n'aient pas la même idéologie que vous, est-ce que c'est pas dérangeant? Sur une question aussi cruciale que l'enseignement et le système éducatif. Ouais, c'est à quoi sert un débat si on arrive à trouver des terrains d'entente. Mais je vous dis, honnêtement, en toute responsabilité, que heureusement que le débat n'est pas exclusif à une classe politique telle qu'on l'a actuellement. C'est une classe politique qui contribue au débat, qui essaye de trouver des terrains d'entente, qui essaie de trouver des sorties à ce grand débat. Mais heureusement qu'un grand travail a été fait par le roi lui-même, par le Conseil supérieur de l'enseignement et par le fait d'instaurer des choix qui sont déjà instaurés dans la Constitution. C'est des choix de société qui sont clairs. On doit tracer le chemin pour arriver à ces choix. Je crois que le Maroc n'a pas d'autre choix que d'aller vers un enseignement moderniste et progressiste. Avant de passer aussi sur le terrain économique, vous avez parlé du terrain économique, parce qu'il y a aussi, c'est extrêmement important, et puis les réformes, juste sur le silence de Driss Rajgar, premier secrétaire de l'USFP, à ce jour.
Il ne fait aucune sortie, il ne s'exprime pas, y compris sur ce débat idéologique en marge de la réforme de l'enseignement, sur ces questions, sur ces choses-là, sur la parlementaire, tout ce qui s'est passé au niveau du PJD, la sortie de Abdellah Benkiran qui a tenu une conférence de presse en disant j'annonce mon grand retour sur la scène politique nationale. Driss Lachgar, j'ai fait des recherches toute la nuit hier. Je n'ai trouvé aucun propos, aucune déclaration de Driss Lachgar qui nous avait toujours habitué à des sorties, à prendre la parole. Oui, mais sur des sujets qui méritent vraiment d'avoir une sortie. C'est Rachid. Si nous épousons cette démarche, alors nous allons toujours, ou bien nous allons être partie intégrante de cette conception de Star Academy. On assiste aujourd'hui à une partie de la Starac qui va continuer jusqu'à 2021, ça c'est sûr. On va être le show qui n'a pas cessé de se faire dans la scène politique depuis le gouvernement Benkiran. Ici, il a un peu baissé, mais on va assister à un grand show d'ici 2021. Driss Lachgar, le premier secrétaire du SFP, fait ses sorties après sur des sujets de société, sur la régionalisation, sur des sujets de société. Il y a pas que la personne de Driss Lachgar qui doit sortir, parce qu'il y a aussi les communiqués du bureau politique qui se prononcent sur des décisions tranchées, notamment sur la gratuité de l'enseignement, sur l'économie, sur la rente, sur. Je conçois que c'est le b.a.-ba d'un travail de parti institutionnel. Je suis d'accord. Donc, que Driss Lachgar, par exemple, réagisse sur une affaire interne au PJD de cette parlementaire, vous avez suivi comme moi sur les réseaux sociaux, sur le voile dévoilé à Paris sur les choses, ça mérite... D'abord, je conçois que Driss Lachgar, c'est le premier secrétaire de l'USFP, n'a pas à interagir sur une affaire interne. Sur une affaire interne. Oui. Mais, dans la globalité de la chose, sur le stratégique, on peut faire une interaction, des réactions, sur le fondement même de cette question, parce que heureusement que le débat sur les libertés individuelles a été mené pour la première fois dans l'histoire, et même dans le monde arabe et musulman, par un parti islamiste. Le port du voile, liberté individuelle. On a assisté tous à la déclaration du zaïm spirituel du PJD, c'est Abdellah Benkiran, qui disait qu'il est libre de porter le voile. Option facultative. Et lui qui avait viré Amina Khabab il y a quelques années du Parlement parce qu'il portait un débardeur. Il n'y avait rien de... En tant que journaliste. En tant que journaliste qui faisait son travail au sein de l'hémicycle. Donc il y a des évolutions. Et lui qui vient... Que vous saluez, non ? Non. Pas du tout. Il n'y a pas d'évolution. La pensée conservatrice islamiste restera la même. Elle... par l'évolution, deviendra plus conservatrice. C'est les propos de Abdellah Benkiran. Vous savez, c'est Rachid. La vraie image de la pensée sur cette question de portée de voile a été portée par Mustafa Ramid. C'est ça l'islam, c'est ça le conservatisme vrai. Ce qu'il a écrit sur son post. C'était le pragmatisme. Par Mustafa Ramid, ce qui est son post. Le post qu'il a fait sur le Facebook, la déclaration qu'il avait faite, que Amina Al-Aini n'a pas à s'afficher au Maroc voilée et à l'étranger sans voile, et avait même menacé qu'elle allait subir, qu'elle allait passer par un conseil disciplinaire au niveau du parti, etc. Donc, il a affiché la vraie tendance du PJD. Benkiran avait fait de l'opportunisme pour essayer de sortir de cette crise qui est une crise grave quand même. Non, on a reçu Nazal Ouafi lundi, et ici même, qui nous disait qu'effectivement le parti avait traversé une crise, était en crise, mais que les choses étaient en train de rentrer dans l'ordre. Voilà un petit peu le discours de Nazal Ouafi, membre du secrétariat général du PJD, ici même. Nazal Ouafi parlait peut-être d'une crise de structure, d'une crise d'idées, par exemple, entre de grands guillemets. Mais le grand changement qu'on assiste, le grand débat, et le grand changement, c'est un débat de valeurs, qui essaie de partager les gens du PJD. La question de la portée du voile de Amina Al-Aini, ce n'est qu'une petite instrumentalisation. Le débat va venir, parce que les libertés individuelles, on parle, c'est pour justement garder au maximum sa base électorale. Sa base électorale. Ce n'est pas un débat qui mène à peut-être avoir de nouvelles conceptions sur ces questions de liberté individuelle. En tout cas, l'USFP, c'est important de vous entendre là-dessus, Mehdi Mzouri, parce que c'est la première fois qu'on a une position
claire d'un responsable de l'USFP sur cette affaire-là, qui effectivement, de toute façon, est une affaire interne à notre parti politique. Mais il y a un autre sujet, là aussi, où j'ai cherché toute la nuit, et j'ai rien trouvé. C'est sûr, et me semble-t-il, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est sur l'adresse électronique. Et les commerçants grossistes, vous vous rappelez, la facturation électronique. Il y a eu d'ailleurs prise de bec, vous avez vu, entre le PJD et le RNI. Le RNI en disant non, c'est le PJD c'est une mesure mise en place par le Parti Justice et Développement sous l'ère déjà d'Abdellah Ben Keren. Et le PJD qui dit que ça a été appliqué et ça a été pensé et réfléchi et ça doit être assumé par le RNI, puisque c'était les ministres RNistes qui étaient aux responsabilités. Ça doit être assumé par tout le monde. Hein. Voilà. Est-ce que l'USFP, quelle est la position politique de l'USFP là-dessus? Déjà, revenons un petit peu à quelques années en arrière. Lors du débat sur la loi de finances 2014. Je pense 2014, moi je siégeais et j'étais membre de la commission des finances. Nous avons refusé, et c'est sur les PV de la commission, et c'est sur les PV de la plénière de la loi de finances, cette disposition de facturation électronique. Revenons un petit peu aussi à l'histoire. Je reviens à l'histoire parce que l'histoire, ça nous donne des repères. C'est toujours important l'histoire. L'USFP avait fondé la force influente des commerçants. C'est le syndicat national des commerçants, qui est toujours une force très influente. En 79, je crois en 78, on vient de fêter ses 40 ans il y a quelques jours. Il était toujours au cœur des questions des commerçants. On avait refusé en tant que parti à l'opposition, à l'époque, en 2014, cette disposition. Et on avait même mandaté à ce que, en face, c'est Ahmed Chami qui avait préparé le schéma à l'époque, à ce qu'en face d'urgence, une assurance maladie obligatoire pour les commerçants. Parce que c'est une souche qui est dans la précarité totale. Sur ce débat, je pense, et c'est une question très claire, que la responsabilité, elle est partagée. D'accord. Est-ce que vous assumez le fait que cette disposition, cette mesure fiscale introduite dans le projet de loi de finances 2018 et qui devait être appliquée en 2019, c'est assumé par l'USFP? C'est assumé. Comme le PJD l'assume. C'est assumé et ça a été même, sujet d'un débat au sein du gouvernement par les ministres USFP. Mais vous étiez contre l'application de cette mesure à l'adresse électronique en 2014? Nous étions contre, oui. Oui, en 2014. Nous étions contre en 2014 en tant que groupe parlementaire d'un parti à l'opposition. Et en 2019, 2018 et 2019? On était aussi très critiques par rapport à cette disposition. Mais vous étiez plutôt pour? Non, mais si tu... Vous êtes solidaire du gouvernement? Non, ça se passe pas comme ça, c'est Rachid. Oui. Dans la préparation du loi de finances. Quand tu prépares une loi de finances, un projet de loi de finances avec une majorité à 6 ou à 7 partis, ça veut dire que déjà, il y a déjà un premier document qui se prépare. Malheureusement, au Maroc, depuis plusieurs années, au moins depuis le gouvernement Abdellah Ben Keren, la loi de finances se prépare par les fonctionnaires du ministère des Finances. Il n'y a aucun souffle politique dans la loi de finances, aucun esprit de réforme. Et c'est ce qu'on revendiquait lors de plusieurs années des lois de finances, 2012, 2013 jusqu'à 2017. Mais est-ce que vous assumez politiquement le fait? On avait souligné notre réserve par rapport à cette disposition. Oui. Si tu es un parti, même le RNI, je pense, dans un climat normal, s'il était contre, il devait émettre sa réserve au sein du gouvernement, au sein de la commission qui prépare cette loi de finances. Ce qu'il n'a pas fait. Non, l'USFP l'a fait. L'USFP l'a fait au sein du gouvernement, dans une réunion officielle du gouvernement. Quand il y a eu les manifestations, les sit-ins, à l'époque où il y avait un vrai bras de fer entre la Direction Générale des Impôts et les associations, les fédérations de commerçants grossistes, vous êtes pas exprimé? Là, exprimé pour dire quoi? Je suis, le RNI, Aïssa Khenouch avait une déclaration dans un meeting à Nador en disant je suis avec les commerçants grossistes. On est tous avec les commerçants, que ce soit grossistes ou que ce soit des commerçants détaillants. Mais il faut aussi faire avec du politiquement correct. Je suis dans un gouvernement et je sors le soir, j'enlève ma cravate et je suis contre des dispositions de ce gouvernement. C'est un travail institutionnel qui est coûteux sur le plan politique. N'oublions pas. Si on veut se la jouer opportuniste, qu'on faisait malheureusement le PJD dans une grande phase de son histoire à la gestion des affaires, c'est toute la journée, je gère les affaires, et le soir et les week-ends, je suis dans l'opposition, je suis avec le peuple. Ça marche pas. Ça fait que dégrader, ça fait que donner une mauvaise image sur la politique. On a émis notre réserve en tant qu'USFP, et
on a laissé les choses se faire normalement. Il y avait les contestations de la classe concernée par cette disposition. Et je pense que c'est un débat serein, c'est une contestation normale et qui a poussé le gouvernement à revenir sur sa décision. En tout cas, effectivement, le gouvernement il y a eu un recul politique du gouvernement. La mesure est pour l'instant c'est un recul technique. C'est un recul technique. Ils ont reculé sur la disposition. Mehdi Bouzori, ça va reculer? Ça va revenir? Ben écoutez, j'espère que ça va pas revenir. Pourquoi vous espérez que ça va pas revenir? Ça va pas revenir parce que ça menace réellement un tissu économique très influent dans la société marocaine. C'est des centaines de milliers de gens qui font cette activité. C'est des millions de... Et si je vous dis que c'est aussi des dizaines de millions de dirhams qui échappent à l'État et à l'administration fiscale, d'abord, voire des centaines de millions de dirhams. C'est très bien. Ça c'est une bonne question. D'abord, commencer par vraiment les niches fiscales et les vraies mines de l'impôt. On espère tous arriver à une bonne justice fiscale, mais que tous puissent contribuer à cet effort national. Déjà, le Maroc, comme on le connaît tous, il n'y a que le salarié, le fonctionnaire, qui paye ses impôts correctement, parce qu'il a retenu à la source. Mais la DGI, sur recommandation du FMI, vous pouvez le constater dans le dernier rapport de la Banque mondiale sur sa situation économique, il recommande, il commandite même le fait d'aller chercher de l'argent, de l'impôt, chez les professions libérales, par exemple, de redresser les sociétés. Et si vous trouvez ça normal ou pas, vous? Là, je le trouve très bien. Moi, je le trouve très bien, à part que ça doit se faire d'abord sur une base équitable, que ça ne doit pas menacer la stabilité économique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est un grand levier de l'activité économique au Maroc. Troisièmement, que ça soit volontariste, que ça soit une action nationale, pas commodité par les organismes internationaux. Non, mais les organismes internationaux, vous savez, c'est intéressant, les organismes internationaux simplement nous disent aujourd'hui, grosso modo, les recettes fiscales, on est entre 230 et 236 milliards de dirhams chaque année. Oui, et donc c'est largement des dizaines de milliards qui échappent à... C'est largement insuffisant. Bon, après, il y a de l'évasion fiscale, il y a des choses ici et là qu'on entend, mais c'est largement insuffisant. Quand on regarde de près au niveau de la Direction Générale des Impôts, sur 500 000 sociétés déclarées au niveau de la DGI, il y en a 2, 3, 4, 5% qui déclarent leurs impôts et qui s'acquittent de l'IS. Donc il y a beaucoup de déperditions. Les professions libérales, on a bien vu qu'il y avait effectivement beaucoup de déperditions aussi pour l'administration fiscale et pour le financement, parce que je dis tout ça, c'est l'impôt, c'est l'impôt de solidarité pour le financement de toutes les politiques sociales, équipements, transports, routes, autoroutes, hôpitaux. Donc il faut bien trouver une solution. Et la solution, le politique là-dessus, quand je me dis moi, quand il y a un recul politique sur l'adresse électronique, la facturation électronique, je me dis c'est peut-être un recul de tout le pays, quoi. Non. Ça veut dire que est-ce que c'est pas inquiétant de se dire voilà, il y a peut-être aussi des catégories de population qui devraient être sur le même pied d'égalité au niveau de l'impôt dû que les salariés, comme vous avez dit, ou que les fonctionnaires. Cette même souche sociale ne conteste pas le fait de payer ses impôts. Il faut que ça soit équitable, c'est tout ce qu'ils demandent. Il faut que ça soit aussi compatible avec leurs revenus, avec leur activité. Il faut pas que ça soit excessif, c'est normal. Mais je trouve très bien que l'État doit faire un effort de recouvrement, de perception d'impôts, chez les professions libérales par exemple, chez les entreprises qui ne payent pas assez, ou bien convenablement à ces gains. Mais n'oublions pas que des milliards aussi de dirhams sont perdus du fait qu'on n'a pas réussi à faire du secteur informel, à le transformer dans le formel, par exemple. Et c'est un chantier qui a été lancé, beaucoup de débats qui ont été faits par la suite. Je pense que tout le monde doit contribuer à cet effort pour reconstruire. Sans menacer, d'abord, l'entreprise, comme je disais, qui est un levier, et sans aussi jeter une grande classe, comme les commerçants, dans la précarité absolue en leur imposant une facturation aberrante électronique. Il faut trouver toujours des solutions. Au niveau des réformes de ce gouvernement, il y a une réforme qui est phare, c'est celle de l'administration, qui est menée par un ministre, ou qui doit être menée par un ministre de l'USFP, Mohamed Ben Abdelkader. Il en est où par rapport à ça? Parce que, vous savez, est-ce que, déjà, il en est où par rapport à ça? Et deux, est-ce que vous allez pouvoir, vous, être en capacité, l'USFP, d'assumer le coût politique de cette réforme de l'administration qui vise à réduire la dépense salariale de l'État et la masse salariale de l'État, à optimiser et à rationaliser
tout ce qui est dépenses et le poids et la charge de l'État. Est-ce que ça, c'est pas un risque politique colossal pour vous? D'abord, c'est Rachid, comme vous savez, l'USFP, peut-être c'est le seul parti qui excelle en assumant ses responsabilités depuis très longtemps, notamment en affaires depuis 98, et avec Abdelrahmane Yousfi, la participation au gouvernement d'après. Nous assumons nos choix, nous assumons nos politiques. Et l'administration, c'est pas seulement un chantier qui est propre à l'USFP. La maîtrise d'ouvrage, effectivement, elle est chez un ministre USFP qui fait du très bon travail de conception, pour l'instant, de débat, de réflexion. Pour l'instant, il est au stade de la réflexion. Il n'est pas passé au stade de l'action pour l'instant. Il y a un échéancier qui est prédéfini par le gouvernement, par Ben Abdelkader lui-même, la grande charte de la déconcentration, beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Le chantier de l'administration, c'est un chantier qui pourrait bouleverser toute la structure du pays. La structure administrative, étatique, mais la structure économique, l'activité, etc. C'est un débat qui est ouvert depuis très longtemps, mais qui commence à prendre une vitesse avec ce gouvernement, pas avec Ben Abdelkader, pour ne pas dire que je suis en train de faire de la publicité pour mon ministre, mais dans ce gouvernement, parce que déjà, Sa Majesté Mohamed VI a fait l'objet de plusieurs discours royaux, la réforme de l'administration. La réforme de l'administration. Et nous connaissons l'impact qu'une telle réforme réussit sur l'économie, sur la vie sociale, sur la politique, l'institution. On est d'accord là-dessus. Mais c'est très bien que vous le disiez. Mais un ingrédient essentiel doit être présent. C'est la volonté politique. La volonté politique. De tous les acteurs. De tous les acteurs. À pouvoir instaurer, surtout dans la charte de la déconcentration. Parce que la déconcentration, c'est une grande cession de pouvoir central des régions. Donc, si on n'a pas les meilleurs textes du monde, et on n'a pas la volonté, et on n'a pas la capacité à les mettre en ouvrage, à les mettre en œuvre, donc ça sert à rien de faire des réformes. Donc vous appelez-vous nécessairement le soutien accru du parti Justice et Développement, du PJD pour vous, dans cette dynamique de réforme de l'administration? Écoutez, vous avez besoin du PJD, du PPS, du Mouvement Populaire et du RNI? Tout le monde a besoin de tout le monde sur cette question. Non, parce que le PJD dit, moi, le RNI m'a lâché sur l'adresse électronique. Donc là, sur la réforme de l'administration, la décentralisation, vous comptez-vous sur toutes les forces vives de la majorité gouvernementale? Le gouvernement comptera sur toutes ses composantes, et même les autres composantes de l'opposition. N'oublions pas que c'est un chantier national, c'est pas un chantier gouvernemental, cette réforme administrative. Il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des champs et des contre-champs, des allers-retours, mais on doit réussir à pouvoir instaurer d'abord les meilleurs textes, les bons textes, qui peuvent se dupliquer sur notre réalité, mais sans volonté politique. Et quand on parle de volonté politique, on parle d'une grande volonté politique, pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Dans la réforme de l'administration, il y a aussi la réforme du statut de la fonction publique. Oui. Des fonctionnaires. C'est un sujet qui a pas bougé depuis 1958, il y a toujours le même statut. Voilà, exactement. Là-dessus, vous risquez aussi peut-être politiquement de prendre des coups, non? C'est Rachid, on assumera nos responsabilités tout d'abord. Vous allez aller au bout. Et notre situation actuelle, elle est en quelque partie à cause du fait que nous avons assumé nos responsabilités pendant la gestion des affaires. Depuis le gouvernement Abdelrahmane Yousfi, au gouvernement participation au gouvernement Drijto. Donc vous êtes prêt encore à vous sacrifier politiquement? Oui, pour le pays, pourquoi pas. Vous savez, une question, j'étais à l'époque membre du Conseil central de la jeunesse, l'USFP, en 97, lors des négociations sur l'alternance. Abdelrahmane Yousfi est venu présider ce conseil. À l'époque, la jeunesse était contre participer au gouvernement d'alternance sans aucune garantie constitutionnelle, réglementaire, politique, claire. Abdelrahmane Yousfi nous avait dit que si je dois jeter toute la popularité du parti, la mettre en face du fait de sauver mon pays, ben je m'en fous de mon parti. Ça, c'est une conception. Je fais le choix du pays et non pas celui du parti. On fait toujours le choix du pays et non pas celui du parti. Contrairement à quelques-uns. Le PJD, par contre, avait toujours fait le choix du parti. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait le choix du pays, mais il a toujours privilégié sa popularité et le choix du parti au détriment à d'autres choix. En tout cas, cette deuxième partie du mandat de ce gouvernement, effectivement, en tout cas pour vous, pour l'USFP, c'est le gros chantier de la réforme de l'administration, de la territorialisation, et on continuera à assumer nos responsabilités du statut de la fonction publique, qui était extrêmement important. Oui. Mehdi Mouzouali, on finit avec l'USFP? Oui. Ça se passe comment l'USFP?
Vous faites partie, vous, je crois, il y a 29 membres du bureau politique. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a plus d'hommes que de femmes. Hein. Il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes. Il y a 18 hommes et 9... Non, c'est pas... Mais les femmes, c'est le quota obligatoire. Le quota obligatoire. C'est pas le quota obligatoire, parce que nous étions les premiers à instaurer d'abord les quotas avant que ça soit... La parité. Avant que ça soit réglementaire. La parité, elle n'est pas forcément... Elle n'est pas là. Ben, c'est sûr, vu plusieurs paramètres, l'architecture globale du parti, sociologique surtout, qui veut que le quota, on n'ait pas plus de 20%, je crois, de présence de femmes dans le bureau politique. Il y a 9 femmes. Chose qui est importante. Déjà, c'est un bureau politique qui est élu en majorité par le Conseil national. Donc, il n'y a pas de représentativité par le quota, il n'y a pas de président qui ramène des gens, qui propose des gens. Donc, c'est un organe élu à 100% et qui se tient en réunion régulier, qui débattent des grandes questions, qui peut connaître aussi des divergences sur plusieurs questions, sur plusieurs sujets, mais on arrive toujours à produire des positions claires. Mais est-ce que là, tout là, il y a, parce que c'est intéressant parce qu'il y a à la fois la conduite du pays, des réformes, mais à la fois aussi la conduite et la gestion du parti qui dégringole. Chaque fois qu'il y a une élection, il y a une consultation électorale. À chaque rendez-vous électoral, l'USFP perd des positions à se demander aujourd'hui, est-ce que le parti n'est pas en danger de mort? Le parti était en danger depuis bien un bon moment. C'est Rachid, là où nous sommes aujourd'hui, c'est pas le résultat d'une période déterminée, caractérisée par la mauvaise gestion, etc. Nous sommes arrivés à cette situation, je pense, ça a démarré au milieu des années 90, ça a commencé à régresser, et ça a été à effet millefeuille. Crise avec une crise sur une crise, il y avait toujours des acteurs extérieurs qui voulaient que l'USFP ne soit pas la force qui était. Parce qu'en 2016, vous avez eu du mal à constituer un groupe parlementaire. Donc, je veux dire, la situation, elle est... Nous avons eu un groupe parlementaire. Oui, mais difficilement, je veux dire, dans la douleur, dans la difficulté, ça a été extrêmement difficile. Tu sais, sur cette question, n'est pas propre seulement à l'USFP. Hein. Si on compte l'Istiqlal, combien il a eu de sièges? Le RNI lui-même, le mouvement populaire. 2016, c'était un carnage. Nous étions dans une abattoir démocratique. Nous n'étions pas dans une élection. Carrément un abattoir démocratique. Dans une abattoir démocratique. Et ce qui caractérise ça, c'est les résultats des 2 grands partis. Le discours conservateur. Qui est arrivé premier et le PAM qui est arrivé second. Et le PAM qui est arrivé en 2016. Donc, nous connaissons tous l'histoire, comment le PAM est arrivé à cette position avec ce grand nombre de députés. Mais pourquoi vous faites un transfert de responsabilité et pas plutôt un mea culpa en disant peut-être que, à défaut, que ce soit peut-être s'il y a des électeurs qui sont partis au PAM ou au PJD, c'est aussi parce que ils nous ont lâchés parce qu'ils nous font plus confiance. Puis, pourquoi il n'y a pas cette grille de lecture? Il y a cette partie de mea culpa, je suis d'accord avec vous. On n'est pas le parti d'hier. On a commis beaucoup d'erreurs aussi dans l'histoire, sur beaucoup de positions. On n'a pas réussi à travailler sur l'image. On avait même commis l'erreur grave de participer au gouvernement de Rejto après que la fameuse histoire de la méthodologie démocratique n'a pas été respectée. On a ramené Rejto. On a fait cette autocritique. Et c'était une autocritique audacieuse. Mais aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, vous êtes sur un toboggan. Vous descendez. C'est ce que je veux dire. Sur un toboggan, dans la perspective de 2021, sur un toboggan, c'est Rachid, si on considère que 2016 c'était de vraies élections. Que 2016 exprimait réellement un choix objectif. En tout cas, le PJD je vous dis pas que l'USFP allait arriver en tête, ou allait arriver deuxième, mais je crois que l'USFP... Vous êtes arrivé quoi, 6e, je crois, là? 6e, je crois, que l'USFP a eu ce qu'il a eu en 2016. Il devait avoir beaucoup plus que ça. Et en 2021? Parce qu'il y avait des raisons subjectives de pouvoir ramener le PAM à la première position. Il y avait des dommages collatéraux. Beaucoup de victimes, non seulement dans l'USFP, à l'Istiqlal. Je crois que c'est une analyse commune, à nous, à l'Istiqlal, peut-être relativement au PPS, au mouvement populaire. Et là pour 2021, on a essayé de faire une bipolarité artificielle qui n'avait aucun sens. Et là pour 2021, parce que vous avez parlé 2021, on se prépare. De Star Academy tout à l'heure, on se prépare. L'USFP, 2021, est-ce qu'il va rentrer dans la Starac ou il va... Là, on se prépare, on travaille, on conduit un débat, on travaille sur des projets, sur des idées, sur des alternatives.
On travaille aussi sur le renouvellement de nos élites, locales surtout, provinciales, de préparer une nouvelle élite qui pouvait entrer dans le challenge d'abord, être dans le challenge, être dans la course. Et après, je sais que ça va pas être facile, mais je pense que 2021 sera encore nettement meilleur que 2016, si les conditions seront encore meilleures que celles de 2016. Est-ce que c'est Slashgar qui conduira la campagne électorale de l'USFP en 2021? Oui, il est toujours Parce qu'il a été secrétaire élu en charge. 2012, réélu en 2017. Il réélu en 2017, il sera toujours premier secrétaire en charge. Pour les élections. Il n'y aura pas de congrès de l'USFP avant les élections. Normalement, aucun parti ne peut risquer de perdre beaucoup de temps en préparant un congrès, alors qu'il doit être concentré à préparer des élections. Mehdi, donc Slashgar en 2021. Ben oui, avec c'est normal. l'USFP. C'est l'USFP. Non, je vous dis, parce que des fois, il y a des partis qui comptent peut-être certains organiser leur congrès juste avant les élections. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Comme là, c'est 2021. Je pense que c'est pas le cas pour ni le PJD, ni le RNI, ni pour le mouvement populaire qui vient de tenir son congrès, ni pour même le PPS. Donc, je crois que c'est une pratique très normale. À l'USFP, c'est l'USFP avec son premier secrétaire, ses instances dirigeantes et ses militants. Parce que il faut pas toujours personnaliser la chose. C'est un parti structuré avec ses idées, avec ses perspectives, avec ses options pour l'avenir. Voilà. Et vous serez candidat ou vous allez jouer un rôle aussi Candidat, je ne sais pas. Perso, franchement, je ne sais pas parce que déjà la décision de se présenter ne revient pas aux personnes, ça revient aux partis, ça revient aux militants. Mais d'ici là, on verra. Sinon, il y aura beaucoup de candidats. Même en médias, il y a beaucoup de candidats qui peuvent faire l'affaire et nous serons derrière eux. Vous êtes aussi élu communal à Mohamedia. Oui, depuis 2009, oui. Ouais, c'est vous qui avez débarqué d'ailleurs. C'est à Mohamedia que le maire PJD a été écarté. Exactement. Et vous avez contribué à son éviction. Nous avons même. Mais vous avez contribué à son éviction, je veux dire. Exactement. Pour des raisons objectives, d'incompétence, de manque de visibilité, de manque d'action, de manque d'initiative, etc. Et c'était objectif et on le regrette pas, franchement, on le regrette pas. Il a été remplacé par une dame d'ailleurs, là, en l'occurrence. Il me semble, non? Par une dame, parce que c'est elle qui avait seulement la possibilité de se présenter. Donc c'est par défaut. Comme on disait, c'est par défaut, voilà. C'est par défaut. En tout cas, merci à vous, Mehdi Mezouari. Merci, Rachid. Pour cet éclairage, membre du bureau politique de l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires, que vous avez été également député. Oui. Député à l'époque où il y avait la liste des jeunes. La Cota, mais les Cota, vous avez voilà, toujours là maintenant, mais je me souviens lorsque vous étiez député et membre de la commission finances. Exactement. Donc, merci en tout cas à vous, Mehdi Mezouari, membre du bureau politique de l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires, et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi, Chokran.